Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité, c'est Arnaud Bouvier, directeur général France chez Giga7, un des leaders mondiaux du marché de la téléphonie sans fil grand public. Il réagira notamment au projet de loi européen imposant aux constructeurs d'équiper les smartphones de batteries amovibles. C'est prévu pour 2027. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur les difficultés du bio face aux arbitrages des Français confrontés à une inflation longue durée. On verra notamment si les aides prévues par le ministère de l'Agriculture sont suffisantes. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Witry, l'appli qui transforme nos déchets ménagers en argent. Ça donne envie. Téléphonie, agriculture, tri, 3 secteurs économiques, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Arnaud Bouvier, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc directeur général France au sein de Giga7. On repose le décor, c'est un groupe allemand, il faut le rappeler. Voilà, en 2 mots, Giga7, donc groupe allemand, seul fabricant européen de téléphonie résidentielle sans fil, smartphone et téléphonie professionnelle. En 2 mots, c'est environ 900 personnes dans le monde, une présence dans 56 pays. Et puis surtout, un Made in Germany et une usine directement basée à Borolt, à 535 km de Paris, juste à côté de Düsseldorf. Donc on est au cœur de l'Europe. Les produits phares, on l'a compris, donc ce sont des téléphones sans fil qu'on peut installer à la maison, c'est ça? Alors, les produits phares, ce sont des téléphones sans fil, effectivement, grand public, ce qu'on a chez soi, ce qu'on avait historiquement largement chez soi, un peu moins aujourd'hui, avec le remplacement et l'arrivée de nouvelles technologies. Et bien évidemment, les produits nouveaux sont le smartphone. Puisque Giga7 s'est lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant sur le marché de la téléphonie, le marché du smartphone. Alors on va y revenir parce qu'il y a cette loi européenne qui impose de nouvelles normes aux constructeurs de téléphones, mais peut-être cette émission elle porte vraiment sur la stratégie, les enjeux de RSE, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. C'est quoi la stratégie, les engagements RSE de Giga7? Tout d'abord, en tant que fabricant européen de produits de télécommunications, nous devons d'assumer notre responsabilité face au changement du monde de demain. Il y a plusieurs axes: changement climatique, changement démographique, changement aussi de l'individu dans les sociétés. Et donc, Giga7, pour cela, a établi une charte sur 3 grands axes. Il y a un axe... Fair Future. Fair Future, exactement. Avec 3 grands axes qui sont le premier axe sur l'équité de l'homme dans l'entreprise. Le deuxième, être équitable pour l'environnement. Et le troisième, sur les produits, dont on reviendra tout à l'heure, mais sur la fabrication des produits et tout le processus qui englobe justement les produits. Alors, si on se concentre peut-être sur l'environnement, il y a l'objectif, il y a les actions. Quelles actions vous menez en la matière? Alors aujourd'hui, sur l'environnement, c'est simple, nous avons notre propre usine avec nos propres machines. Nous utilisons de l'électricité verte. Pas si facile à sourcer parce que vous n'êtes pas les seuls. J'ai presque tous mes invités me disent on source de l'électricité verte. Alors grâce aux éoliens notamment et grâce aussi à d'autres secteurs que nous sommes en train d'explorer aussi. Mais ce qui est important, c'est que au travers de cela, nous sommes en train de réduire les matières plastiques sur les produits. Aussi, justement, faire en sorte que nos produits soient de plus en plus fins pour éviter d'avoir des matières plastiques de façon trop abusive dans la fabrication. Les produits eux-mêmes, les téléphones que vous proposez? On parle pour l'instant des produits eux-mêmes, effectivement. Nous réduisons aussi sur nos chaînes l'utilisation de l'eau, puisque aujourd'hui, on sait faire avec moins d'eau, on sait fabriquer nos produits. Et bien évidemment, nous travaillons aussi sur la partie packaging des produits, en réduisant les packaging de nos produits pour justement être beaucoup plus performants et face à l'environnement et à ces problématiques. Est-ce qu'il y a encore du plastique dans vos emballages, par exemple? Alors, dans nos emballages, nous n'avons plus de plastique. Aujourd'hui, il faut savoir que nos emballages peuvent être faits à partir de papier recyclé ou recyclable, mais aussi à partir d'herbe. C'est-à-dire que nous utilisons de l'herbe pour fabriquer nos propres packaging. Nous avons un marché
avec un fabricant d'herbes juste à côté de notre usine de production. Et donc, nous fabriquons l'ensemble de nos packaging, la majeure partie de nos packaging avec de l'herbe. C'est intéressant parce que là, on est en plus dans un circuit court. Si l'agriculteur, votre partenaire en la matière, est juste à côté. Et ce qui est intéressant, je me permets, nous avons remplacé tous les plastiques, tous les petits straps plastiques par du papier de soie à l'intérieur de nos produits pour justement faire en sorte de coller à l'environnement. Ça a pris combien de temps, ça? Parce que c'est pas si simple quand on est dans une chaîne de production de passer finalement des habitudes plastiques à ce que vous nous décrivez maintenant. Alors, ça a pris peu de temps parce qu'on sait que nos amis allemands ont beaucoup d'avance par rapport à nous. Et donc, ça fait déjà plusieurs années. En fait, c'est au fur et à mesure des années, mais je dirais que depuis 2-3 ans, nous travaillons vraiment sur la partie environnementale. Il y a eu en France un plan de sobriété. Alors, certaines entreprises avaient aussi pris les devants, mais imposé par le gouvernement, on va dire en réaction à la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce qu'il y a eu la même chose en Allemagne? Est-ce que vous avez dû faire des efforts supplémentaires en quelque sorte? Il y a eu des efforts supplémentaires. Par exemple, nous avons arrêté l'utilisation du gaz dans le cadre de la production. Nous travaillons actuellement sur une transformation de nos outils de production à l'électrique. Donc là, c'est une révolution encore demain qui est en cours. Mais nous avons effectivement, en fait, nous nous sommes adaptés au fur et à mesure du marché. Et puis en Allemagne, c'est vrai qu'il y avait vraiment une prise de conscience sur la production bien avant tout le monde, en tout cas pour les produits électroniques grand public. Cet été, le Parlement européen a validé un projet de loi visant à imposer aux constructeurs de smartphones d'équiper leurs produits de batteries amovibles. Cette loi, elle devrait entrer en vigueur en 2027. Ça va favoriser la réparabilité, la durée de vie de ces smartphones. On va peut-être commencer par définir ce qu'est une batterie amovible selon ce texte européen. Est-ce qu'on revient aux batteries, vous avez des clipsables qu'on a tous connus sur nos premiers téléphones portables? C'est exactement ça. Aujourd'hui, pour gagner de l'épaisseur sur les produits, beaucoup de fabricants avaient des batteries qui étaient collées. Donc, pas de réparabilité, et donc on se devait, lorsque la batterie était HS, de changer de téléphone. Aujourd'hui, batterie amovible, exactement, ce sont des batteries qui peuvent se retirer tout simplement et qui permettent de donner plus de vie à nos produits, et si on est attaché à nos produits, et c'est aussi demandé dans le milieu professionnel, par exemple, de plus en plus. Donc, soit déclipsable, soit facilement démontable avec des outils du grand public. C'est ce que j'ai cru comprendre. Exactement. Alors les nôtres s'enlèvent vraiment très facilement. Et effectivement, l'ensemble des produits Giga7 smartphones fabriqués en Allemagne ont des batteries amovibles. Donc vous n'avez pas d'effort à faire pour respecter cette loi Absolument pas. européenne? C'est déjà le cas aujourd'hui. Contrairement à des concurrents? Contrairement à nos concurrents majeurs qui sont, que l'on connaît, qui sont leaders sur le marché grand public ou professionnel. Mais est-ce que ça veut dire que leurs téléphones vont s'épaissir? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le choix qui a été fait d'une batterie collée, c'était pour affiner nos téléphones portables. Alors, il se peut, effectivement, alors je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais... Oui. Mathématiquement, les téléphones s'épaissiront un petit peu, puisque on a des batteries de plus en plus importantes dans nos téléphones. Donc, une batterie importante demande aussi une capacité et d'avoir une certaine épaisseur. Oui. Après, les technologies évoluent. Donc, mais en tout cas, oui, pour répondre à cette question, je pense que oui. Ces batteries, il y a toujours la question de la recyclabilité des batteries. Quelle est la politique de Giga7 en la matière? Alors Giga7 travaille avec un partenaire pour justement recycler toutes ces batteries. Un partenaire qui s'appelle Cordon Electronics, avec lequel nous avons des engagements, qui a aussi des engagements vers Giga7, et donc on recycle et nos produits et les batteries, de plus en plus. Donc ça veut dire que ça suppose que les consommateurs vous renvoient les téléphones ou les batteries, c'est ça? Alors il y a deux choses. Soit le consommateur nous commande une nouvelle batterie, auquel cas nous lui envoyons effectivement, et il nous renvoie la sienne, où il la dépose dans les endroits dédiés à cela. Et je vous pose la question parce que ça dépend, enfin l'efficacité de ce tri circulaire dépend beaucoup des citoyens, des consommateurs. Donc il y a souvent des habitudes qu'on n'a pas, qu'il faut prendre. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est le cas parce qu'un consommateur qui a son smartphone qui ne fonctionne plus, la première des choses, il appelle le service client Giga7. Deuxième de choses, on lui demande pour étudier son téléphone de nous le renvoyer. Et si c'est un problème de batterie, dans ce cas, nous pouvons lui échanger
bien évidemment avec une nouvelle batterie contre achat. Mais voilà, ça veut dire qu'on récupère directement les batteries et nous les recyclons directement avec notre partenaire. Un smartphone 100% recyclable, c'est envisageable aujourd'hui et si oui, à quelle échéance? Alors, ça a été testé par Siemens à l'époque, il y a quelques années de cela. C'était très coûteux. Maintenant, oui, c'est envisageable. Après, la problématique que l'on a, c'est de trouver les bons composants. Alors, matière, plastique et autres, oui. Par contre, les composants, il est certain que 100% recyclables. À l'époque, on avait parlé de composants qu'on pouvait remettre dans la terre et qui pouvaient justement enrichir la terre. Mais pour l'instant... Sans aller jusque-là. Sans aller jusque-là. Oui. Alors, c'est envisageable, mais aujourd'hui, c'est coûteux. C'est encore coûteux, parce qu'il y a beaucoup dans un smartphone, vous avez près de 70 composants. Donc, il est vrai qu'on ne trouve pas solution pour les 70 aujourd'hui. Mais c'est envisageable, et je sais qu'on travaille dessus pour le futur. Giga 7, bien évidemment. Merci beaucoup Arnaud Bouvier. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Comment redonner le goût du bio aux consommateurs français? L'avenir du bio au menu de notre débat. Je vous présente mes invités. Philippe Camburet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes céréalier bio dans l'Yonne et président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Et Loïc Coulombelle, bonsoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Thomas. Vice-président du comité national pour la promotion de l'œuf. Je vais commencer par le constat. Cet été, la baisse de consommation de produits bio en grande distribution a continué de baisser. Philippe Camburet, est-ce que... Moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans une spirale infernale en ce moment. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? C'est ce que ressentent les producteurs sur le terrain, effectivement, parce que le contexte inflationniste ne donne pas, pour l'instant, malgré ce qu'on peut entendre par moment, de signes encourageants. Et donc, de ce fait, évidemment que psychologiquement, dans la tête des consommateurs, on ne voit pas le bout du tunnel. Et donc, on ne voit pas non plus le bout du tunnel pour les producteurs qui, aujourd'hui, sont, pour une part d'entre eux, vraiment en grande difficulté. Ouais. Est-ce qu'on parle d'un retour 5 ans en arrière? Je voyais ces chiffres en préparant l'émission. Le chiffre d'affaires des produits bio en grande distribution, encore une fois, est passé sous la barre des 4%. Et ça, c'était des chiffres de 2018. Je parlais de spirale infernale. Est-ce que pour vous, il y a une part de responsabilité aussi de la grande distribution? Parce que si on se met à leur place, ils baissent la part d'étal consacrée au bio, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une spirale infernale. Alors effectivement, on a des échanges avec la grande distribution qui sont parfois tendus dans la mesure où on a vu arriver beaucoup d'acteurs avec leur force de frappe pour la distribution des produits bio, qu'ils mettent souvent avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de moyens, et sans peut-être mesurer les conséquences que ça peut avoir sur une filière en construction, parce que on n'était encore qu'en construction. Hein. Et donc, de ce fait, certains acteurs n'ont pas été très précautionneux avec notre filière. Il y a eu beaucoup de déréférencements. D'autres ont réussi à maintenir quand même des références bio. Donc c'est assez variable. Mais c'est vrai que peut-être qu'on n'était pas prêt pour passer directement et aussi massivement dans la grande distribution. Mais ce que vous dites là, ça montre que justement, on aura peut-être simplement perdu quelques années de croissance. Mais malgré tout, on a encore de belles perspectives devant nous. Oui. Alors ça, on va y venir évidemment sur peut-être une tendance beaucoup plus lourde à moyen ou long terme. Est-ce que, Loïc Coulombelle, c'est une baisse qui frappe aussi le marché des œufs bio, plein air, label rouge, tout ce qui rentre dans cette catégorie? On est sur un marché de l'œuf qui est en croissance. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui est très dynamique. Sur les 8 premiers mois de cette année, on est à plus 4% de vente. œuf bio ou œuf en général? Œuf en général. Et là, on a le segment bio qui dégringole, qui jusque-là avait une croissance d'année en année à 2 chiffres. On était entre 10 les mauvaises années et 15-20% sur des bonnes années. On a une croissance extraordinaire jusqu'en 2022 et on a un coup de frein en 2022 avec un changement de réglementation, d'une part. Et une hausse de tous les intrants agricoles qui a fait que les prix ont explosé. Donc on s'est retrouvé avec des prix beaucoup plus élevés. La crise qui vient derrière, le pouvoir d'achat qui est rogné. Il faut savoir que la proportion d'œufs bio vendus en magasin, c'est 21% des œufs qui sont vendus en magasin sont en bio. On est le produit le plus vendu en magasin. Oui, parce que je donnais le chiffre global qui est à 4%. Et le lait est après nous. Et aujourd'hui, on est arrivé à peine à 17%. Donc on a perdu. Aujourd'hui, on est sur un
contrainte de moins 8%, moins 7%, moins 6,8% exactement depuis le début de l'année. Un œuf, encore une fois je dis bio, mais bio ça peut être plein air, etc. Label rouge. Il est quelle part plus cher qu'un œuf classique? Aujourd'hui, il est à peu près à 30% plus cher qu'un œuf plein air. C'est incompressible ça? Oui, aujourd'hui, parce qu'on a eu un paquet législatif qui a été mis en place en début 2022, qui nous a renchéri le coût par les pertes de performance et les surcoûts d'installation technique, etc., de l'ordre de 25%, sur un produit qui est déjà beaucoup plus cher que les autres. Parce que entre un œuf conventionnel, en cage enrichie, un œuf au sol, un œuf en plein air, on a des différences de structure, de densité. Mais on a en plus l'alimentation bio qui est à base de céréales biologiques, qui coûte beaucoup plus cher. Face à ce constat, Philippe Camburet, est-ce qu'il y a beaucoup d'exploitants qui renoncent au bio? Alors, il y a plein de métiers différents, j'imagine ça dépend des céréaliers, l'œuf, les éleveurs, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui renoncent plus que d'autres, par exemple, si j'affine ma question? Alors, passer en bio, ça peut être le choix d'une carrière, parce que c'est beaucoup d'investissement personnel, et puis c'est une réflexion sur sa façon de travailler. Oh, bien sûr. Donc, faire machine arrière, faire demi-tour, c'est évidemment aussi un choix difficile à faire. Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, les derniers chiffres, mais qui ont du mal à arriver, parce que la statistique n'est pas toujours au rendez-vous et toujours pas réactive. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ça ne semble pas être quelque chose de massif. Mais moi, j'ai vraiment des craintes qu'on arrive à faire le bilan pour 2023 avec moins de bio en France qu'on en avait en 2022. Et donc c'est ça qu'il faut absolument enrayer rapidement par de l'information des consommateurs, par aussi un soutien en direction des producteurs pour qu'on arrive à passer ce cap, quoi. Je lisais que la filière porcine soutient par exemple les éleveurs bio en achetant leurs produits au prix du bio, mais parfois en les déclassant pour le consommateur. C'est-à-dire on est dans cette absurdité, parce que c'est quand même une absurdité. Alors absolument, on a ce qu'on appelle du déclassement, donc des produits qui ont été produits conformément au cahier des charges bio et puis qui se retrouvent à côté des autres pour le même prix. Et donc ça demande des efforts, évidemment, aux transformateurs et aux filières, mais les efforts les plus importants, c'est aussi pour les producteurs. Et la filière porcine en elle-même est une des plus touchées, évidemment. Loïc Colombel, qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics dans un moment comme celui-là? On attend un soutien en termes de communication et, comme l'a dit mon collègue, un soutien aussi en termes d'aide aux éleveurs. C'est clair que les filières aident les éleveurs. On a, nous, pas mal de déconversions, malheureusement, de gens qui passent de bio en plein air parce qu'ils ont une surface. Autant le bio est en dégringolade, le plein air est en croissance de l'ordre de 15%. Et donc, on a des gens qui font machine arrière. Et c'est clair que c'est un mode d'élevage, c'est un projet d'une vie, bien souvent pour un éleveur. Et c'est compliqué de faire marche arrière. Donc, il faut qu'on soutienne ces produits, comme l'ensemble des produits. Nous, on communique moi, je représente la filière œufs au complet, donc on communique sur l'ensemble des œufs. Donc, vous dites plan de communication. Plan de communication. Mais il y a une enveloppe de crise qui a été débloquée au mois de mai, 60 millions d'euros, si je me souviens bien. Ça suffit pas pour vous? Aujourd'hui, moi, je vois pas d'effet aujourd'hui sur le marché, et même en termes de communication, je ne sais pas où ils sont, où est cet argent. Votre avis là-dessus? Notre avis, il est très clair. On a fait les chiffres avant d'aller devant le ministère pour justement lui montrer l'ampleur de ce qui venait de se passer et de ce qui allait se passer. Donc, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. On a besoin de ça sur les 2-3 années en cours pour qu'on sécurise les filières, qu'on sécurise les gens qui se sont engagés dans la conversion, qui ont fait des investissements pour ça, et puis qu'on arrive à ce bout du tunnel. Donc, 60 millions d'euros, c'est très bien, d'accord. C'est des fonds européens qui arrivent et qui, j'espère, vont arriver à sauver certaines situations. Donc ça veut dire que, pour bien comprendre, les 60 millions d'euros annoncés par le gouvernement français, va y avoir des fonds européens en plus ou ça intègre des fonds européens? Non, malheureusement, ce sont des fonds européens. Okay. Le gouvernement français aura eu la possibilité d'abonder, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc avec 60 millions d'euros, si on regarde un petit peu les aides qui sont faites à certaines filières agricoles à d'autres moments et dans d'autres endroits, il y a une question vraiment d'ambition dans l'aide
l'aide publique pour les producteurs, et puis aussi un vrai plan d'information des citoyens, quoi. Parce que aujourd'hui, on nous a dit, vous, l'agriculture biologique, vous avez une croissance à 2 chiffres, ne venez pas nous demander des aides. C'est le marché qui va vous aider, c'est le marché qui va vous porter. Et on voit bien que la preuve est là, le marché ne fait pas tout. Il suffit qu'on ait un retournement de tendance parce qu'on n'a encore pas franchi ce stade de solidité, les 10, 12, 15% de production ou les peut-être 10% de consommation, on n'est pas encore là, donc on est encore fragile. Ouais. Il y a quelques mois, le président de la République appelait à une sorte de pause réglementaire au niveau européen sur tout ce qu'on appelle le Green Deal, on va dire la transformation environnementale. Il y a trop, parce que j'entendais ça dans l'une de vos réponses tout à l'heure, il y a trop de... On empile des règles aux règles, vous êtes confronté à ça ? On empile des règlements et on n'attend pas déjà d'avoir absorbé les transitions. On est dans un métier, nous on a eu beaucoup de transitions. Il y a 7 ans, on avait les 2/3 de nos poules qui étaient en cage aménagée. Aujourd'hui, il n'en reste que 27%. On s'était donné un objectif au niveau de la filière de transformer 50% de notre production en 2022. On était en avance. Aujourd'hui, on a été pendant 2 ans avec la crise que l'on a vécue entre l'Ukraine, entre la grippe aviaire, qui a secoué notre secteur avicole très fortement. Tous ces tremblements de terre ont fait que pendant 2 ans, notre filière, on n'a pas bougé pour arriver à notre objectif. L'objectif, il n'a pas changé, mais le pas de temps va changer. Oui. Et ça, on a du mal à avoir l'écoute des politiques là-dessus, et à un moment, il va bien falloir qu'ils les écoutent. Le consommateur, il a un pouvoir d'achat qui n'est pas élastique. Je pense que nous, on est sur le secteur de l'œuf, on a beaucoup de ventes en bio, parce qu'on avait un prix qui était... Une boîte d'œufs bio, allez, ça vaut 3 €, 6 €. C'est pas un produit qui est très cher par rapport à de la viande ou d'autres produits, et qui est facile à mettre, et le consommateur, il fait un geste, il consomme du bio. Ouais. Et je pense qu'on a une dégringolade aujourd'hui, et encore on a été soutenu par peut-être le manque de production sur l'année passée. Dernier mot, il nous reste 1 minute, Philippe Camburet. Vous espérez que ce soit une parenthèse ? Bien sûr, on a connu par le passé des plateaux et on s'en est sorti, bien entendu. Sauf que cette fois-ci, on a une conjonction avec un phénomène économique beaucoup plus massif que les autres fois, et il serait temps qu'on entende des signaux positifs sur l'inflation, et surtout, je pense qu'on a besoin de débloquer absolument le volet de la restauration collective. Aujourd'hui, on est très très loin des objectifs qu'on s'est fixés, 6-7% de bio dans les cantines scolaires ou dans les hôpitaux, mais c'est ridicule par rapport aux 20% qu'on aurait déjà dû atteindre depuis pas mal de mois. Et évidemment, ça donnerait un appel d'air à tout votre secteur. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus analyser cette spirale négative du bio. On espère qu'elle va s'inverser dans les prochains mois. Je vous dis à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite, les start-up éco-responsables. Smart Ideas avec Arnaud Louiset, cofondateur de Witry. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez venu il y a 1 année à peu près pour présenter Witry. On était vraiment au tout début de l'histoire. Alors, il faut redire quand même à nos téléspectateurs, Appli qui permet de valoriser le tri des déchets ménagers, c'est une histoire familiale déjà, redites-nous ça. Exactement, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon grand frère, Guillaume. Lui s'occupe de la tech et de la finance, et puis moi je suis plus sur le commerce et le marketing. Et alors comment ça marche cette application ? Alors en fait tout simplement ça va récompenser chaque geste de tri réalisé par les consommateurs. Ouais. Et ça va vraiment de la bouteille plastique au réfrigérateur en passant par les lunettes, par les stylos, etc. Tout simplement il y a une liste de produits qui est éligible sur l'appli. On se rend dans un magasin référencé sur l'appli, on dépose son produit et on gagne des récompenses sur l'application et en magasin parfois. Pourquoi vous l'avez créé ? Ça n'existait pas, ça correspond. Vous cherchiez une idée dans cette logique d'économie circulaire. Pourquoi vous l'avez créé ? Tout d'abord, ça n'existait pas, effectivement. Ouais. Et au vu de la multiplicité des produits usagés, des déchets qu'on a à la maison, on n'a pas toujours la bonne solution, on ne la connaît pas toujours. Et nous, on a voulu créer finalement un guide unique qui allait rassembler toutes les solutions, quel que soit le déchet, pour orienter le consommateur vers la meilleure possibilité en fait, de revalorisation
via de la réparation, du réemploi ou du recyclage. Parce que, avec en plus la loi qui l'impose secteur après secteur, il y a de plus en plus de produits à recycler d'une certaine façon. On s'y perd. Comment ça marche? Il y a une liste de produits. Je vais vraiment avoir même une localisation d'endroits où déposer mes déchets. Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, la législation évolue et du coup, les distributeurs doivent de plus en plus collecter les produits qu'ils mettent sur le marché. Responsabilité élargie du producteur. Exactement, vous êtes bien au fait. Et du coup, parallèlement, le consommateur va avoir de plus en plus de solutions à portée de main ou à proximité, en tout cas, de son domicile. Et en fait, il faut faire matcher ces deux acteurs pour que efficacement les produits usagés et les déchets puissent transiter vers les personnes qui sont capables de les revaloriser du coup écologiquement, mais aussi économiquement, parce qu'il y a une réelle valeur finalement derrière nos déchets. Soit parce qu'on peut les revendre derrière en reconditionné, soit parce qu'on va en faire de nouvelles matières via du recyclage. Et du coup, il y a un réel enjeu économique avec ce système économie circulaire qui émerge. Alors, double question, vous en êtes à combien d'utilisateurs aujourd'hui? Et puis, combien ça rapporte? Pourquoi c'est intéressant pour nous? Alors, on était à quelques centaines quand on s'était vu l'année passée. Maintenant, on a passé les 50 000 utilisateurs avec un rythme qui s'accélère vraiment ces derniers mois. L'intérêt, du coup, c'est... L'intérêt financier, je ne sais pas si c'est par mois, par an, combien ça peut rapporter? Alors, ça peut rapporter quelques dizaines d'euros pour un ménage français qui utilise différentes offres de reprise sur l'application. Ça rembourse la taxe ordure ménagère. Exactement, qui est de l'ordre de 100 euros par personne. Ça va pouvoir la rembourser avec 300-400 euros annuels pour un ménage moyen, on va dire. Avec aussi des partenariats, des grandes enseignes en quelque sorte avec lesquelles vous pouvez travailler. Exactement, en fait, parce que du coup l'application est gratuite pour le consommateur et même rémunératrice. Et du coup nos clients c'est vraiment les acteurs de la grande distribution qui vont du coup grâce à nous pouvoir s'engager dans l'économie circulaire de manière très concrète, en collectant davantage de produits qu'ils vont pouvoir valoriser. Donc c'est là-dessus que repose votre modèle économique, exactement, si je comprends bien. Alors on peut peut-être citer quelques-uns de vos clients. Oui, tout à fait. Alors notre client historique, c'était Electrodépôt sur la partie électroménager. Et du coup, avec eux, on met en place une offre de reprise en magasin qui permet aux consommateurs de déposer leurs produits électroménagers et d'être récompensés directement. Et ensuite, ces produits sont revalorisés soit par de la réparation pour être revendus ensuite en reconditionné, soit du coup pour être redirigés vers la bonne filière de recyclage. On a une petite actu d'ailleurs avec eux parce qu'ils s'engagent du coup pour la Semaine européenne du développement durable à partir du 18 septembre. Et ils vont du coup élargir cette possibilité aux appareils sono et audio et visuel, et puis du coup une nouvelle catégorie sur l'application, et puis tous les petits électroménagers qu'on reprenait pas avant, c'était vraiment consacré aux gros électroménagers, mais du coup pendant 3 semaines là on a une offre temporaire qui fait qu'on peut recycler tous ces produits chez Electrodépôt. Très vite, il nous reste une trentaine de secondes à un autre partenaire important. Alors tout récemment on a le bonheur de pouvoir travailler avec Écoutez Voir, qui est une enseigne d'optique, exactement. Pas seulement, et du coup, écoutez voir, donc on doit aussi avoir des appareils auditifs. Exactement. Et pour l'instant, on s'est consacré sur les lunettes. Donc nos utilisateurs vont pouvoir ramener l'ensemble de leurs lunettes dans les 700 magasins du groupe au niveau des lunettes. Donc c'est super. Et derrière, elles sont reconditionnées pour être reportées derrière grâce à une collaboration avec Lunettes de Zach, qui est une start-up aussi qui va réparer ses lunettes, changer les verres et les régler du coup à la vision de chacun. Merci beaucoup Arnaud, Louiset, et bon vent à Witry. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain et merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.